Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vais me présenter maintenant que tout le monde s'est présenté. Moi, mon nom, c'est Martin Demers. Je suis correcteur à l'école uniforme. Donc, depuis un peu plus de 2 ans. Donc, bon, c'est moi le méchant. Ensuite, je fais du tutorat aussi depuis 2 ans au collège. Je donne des ateliers aussi de l'école uniforme. À Scolagistique aussi, dans un autre collège. Donc, je connais bien les difficultés, puis je sais comment vous aider à les surpasser. Donc, on va commencer le cours. Première des choses que j'aimerais spécifier, c'est que vous avez peut-être entendu un professeur que vous avez beaucoup aimé, que vous trouvez très compétent, vous avez dit des choses sur l'épreuve uniforme. Peut-être que vous avez des amis qui ont passé l'épreuve uniforme qui vont vous dire des choses qui pourraient ne pas être les mêmes choses que moi je vais vous dire aujourd'hui. Ça arrive souvent. Moi, j'ai eu plusieurs étudiants qui disent « Ouais, mon prof, il disait ça, c'est ça. » Bon, d'abord, il y a différentes conceptions. Moi, mon cours, il est basé sur 3 choses. D'abord, évidemment, mon expérience de correcteur. J'ai aussi le guide pratique que je vais vous distribuer un peu plus tard, qui a été monté par des professeurs du collège qui ont été, non pas correcteurs, mais superviseurs à l'école uniforme. Parce qu'à l'école uniforme, il y a des petits correcteurs comme moi, puis pour 15 correcteurs, ben, il y a un superviseur qui supervise les corrections. Puis après ça, ben, il y a un superviseur des superviseurs. Mais eux, ils ont été superviseurs, donc ils ont monté ça. Il y a quelques éléments, je vais entrer en contradiction un peu avec ça. Sur certains points, ça va être à votre jugement de décider si ce que je vous dis, c'est plus pertinent ou pas. Ça va être à vous de décider. Mais le troisième élément sur lequel je me base pour monter le cours, c'est le guide de correction de l'épreuve uniforme. Ça, c'est la loi. C'est les tables de la loi. Donc, le correcteur, quand il corrige votre copie, lorsqu'il vous pénalise, c'est conformément à ceci. Puis, évidemment, comme je vous disais, le superviseur vérifie que le correcteur a bien corrigé en fonction de ceci, et ainsi de suite. Donc, c'est ça à quoi il faut se fier. Je vous ai amené en format papier. Mais si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir le trouver aussi, ce guide de correction-là. Parce qu'il y a cette page Internet qui existe là, sur l'épreuve. Si vous cherchez l'épreuve uniforme de français, puis vous cherchez, je ne sais pas moi, peut-être gouvernement du Québec dans Google, quelque chose du genre, vous allez tomber sur cette page-là, ministère de l'Éducation. Et puis, ici, là, il dit là, le PDF du guide de correction. Si jamais, là, il y a d'autres éléments aussi là-dedans qui pourraient être intéressants à consulter. Donc, si vous doutez, vous pouvez toujours aller voir ça. Je vous avertis tout de suite, vous pouvez venir le voir à la pause. Le guide, c'est fait pour des correcteurs, c'est pas fait pour des étudiants. Donc, ça, c'est certain que c'est plus difficile. Ça va être plus intéressant pour vous de suivre un atelier que de lire le guide. Le deuxième élément très important, je voudrais spécifier aussi. Dans ce site Internet-là, il y a 2 étudiants qui ont déjà fait l'épreuve uniforme. Vous pouvez faire la demande pour une copie de l'épreuve uniforme que vous avez faite, pour voir la correction de votre épreuve. Ça peut être très utile, là, bien évidemment, si vous avez échoué, là, de comprendre quelle est votre difficulté. Vous pouvez aller à l'accord avec votre copie corrigée, puis habituellement, il y a toujours quelqu'un qui a déjà été correcteur à l'épreuve uniforme à l'accord. Vous pouvez rendre rendez-vous, là, mais puis il pourra vous expliquer qu'est-ce que vous avez fait de mauvais ou d'incorrect. C'est bon pour ça? Donc, le premier, les ateliers. Le premier atelier, ce qu'on va faire, c'est la présentation de l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? Et les stratégies pour réussir. La stratégie. La
la chose est simple, c'est que je vais vous présenter les règles du jeu pour l'épreuve uniforme. Parce qu'évidemment, il faut connaître les règles pour gagner dans n'importe quel jeu, puis l'épreuve uniforme, c'est la même chose. Donc, si vous ne voulez pas perdre du temps sur un point alors que c'est pas si important que ça, ben, en connaissant les règles, là, ou en tout cas les exigences, ça va vous aider. Donc, dans le deuxième atelier, donc mardi prochain, on va commencer tout de suite la rédaction. Comment trouver les idées, comment trouver les preuves, construire le plan, l'introduction, la conclusion. L'atelier numéro 3, ça va être vraiment on va ajouter des détails techniques là, sur la rédaction. On va parler des éléments de connaissance formelle et générale. De la littérature, on parlait de littérature québécoise tantôt. Ça va être un peu de ça. On va parler de ça. Puis on va faire quelques exercices pratiques. À l'atelier numéro 2 aussi, on va faire au moins un exercice pratique. Alors qu'aujourd'hui, ça va être magistral. Là, vous avez les 2 heures. Puis l'atelier numéro 4, on va parler un peu des points de langue et des erreurs fréquentes. Ça devrait vous aider. Comme je disais, moi, ça fait 2 ans que je suis collecteur à l'épreuve uniforme. Les étudiants, on voit le genre d'erreurs qui les font échouer, des erreurs qui reviennent tout le temps. Là, des fois, c'est juste parce qu'ils ne savent pas, puis bon, là, je vais vous le dire, puis ça va donner une chance de plus. Évidemment, si votre niveau français est très très faible, donc il ne faut pas vous donner tous les trucs en 2 heures. Est-ce qu'il y a des questions pour jusqu'à maintenant sur le. Donc, je vais distribuer tout de suite le plan. Voilà. Donc, on peut commencer. Je vais commencer avec une petite réflexion philosophique là, de Confucius. Chaque cours, je vais vous présenter une petite réflexion, mais je pense que c'est important hein, pour nous mettre dans un état d'esprit qui est propice. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Ça, c'est bon. Je l'avais déjà entendu, cette réflexion-là de Confucius. C'est bon dans tous vos cours, dans tout ce que vous allez faire dans la vie. Si vous présentez un cours pour passer un cours, pour présenter à l'épreuve uniforme, pour passer l'épreuve uniforme, vous pouvez réussir, mais ce n'est pas la meilleure méthode, le meilleur état d'esprit pour réussir. Si vous voulez apprendre la dissertation critique, si vous voulez vraiment être bon à faire une dissertation critique, puis vous êtes curieux des manières pour les réussir, c'est là que vous allez vraiment apprendre. Je vous dis ça parce que j'ai plusieurs étudiants d'année en année qui se présentent à moi, que ce soit en tutorat ou à l'épreuve uniforme, puis ils sont vraiment fâchés d'avoir à faire l'épreuve uniforme. Ils trouvent que ça n'a pas d'affaire là, que bon, ça les empêche de poursuivre leur carrière. Bon. On pourrait débattre de ça, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement fâchés qu'ils sont plus, leur esprit est plus préoccupé à être fâché qu'à vraiment, OK, bon, on le fait dessus, puis comment qu'on le fait, puis on réussit. Tu sais. Fait qu'en étant comme ça, ben, je les vois, ces gens-là, ben, c'est sûr qu'ils ont plus de difficultés et qu'ils échouent tout le temps. Fait que, essayez, je sais que c'est pas facile, mais essayez d'aimer ça, puis dites-vous que vous êtes capable, puis moi, j'ai plusieurs étudiants même que ça peut paraître niaiseux, mais l'épreuve uniforme, il y a des trucs qu'ils apprennent là-dedans, ça les change dans la compréhension de la littérature, dans la vision de la littérature, puis ça leur ouvre un monde nouveau, donc je vous le souhaite, si ça vous arrive. Pas juste une épreuve, là, c'est un jeu. Donc, qu'est-ce que c'est l'épreuve uniforme? Maintenant,
Prenez pas en note ce que je vais vous présenter pour tout de suite. L'important, c'est de comprendre le truc. Il n'y a pas de choses à mémoriser du tout. De toute façon, s'il y a des choses à mémoriser, je vais vous le dire. À écrire, là, je vais vous le dire. Là. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont dans le guide. Donc, qu'est-ce que c'est l'épreuve uniforme? L'objectif, c'est de vérifier que vous possédez des compétences en lecture et en écriture. Hein, parce que vous allez avoir un diplôme d'études supérieures. On s'attend à ce que vous ayez certaines capacités. Là. Donc, on s'attend à ce que vous soyez capable de comprendre des textes littéraires, hein, que vous n'ayez pas une mauvaise interprétation de tout ce qu'on pourrait vous présenter. C'est sûr que la littérature, c'est plus complexe que ce que vous allez faire lire dans vos carrières, mais tout de même, si vous êtes capable de comprendre la littérature, vous allez êtes capable de comprendre la littérature dans votre champ d'expertise. On s'attend à ce que vous ayez cette capacité-là. Ensuite, d'être capable d'énoncer un point de vue critique qui soit pertinent et cohérent. Quelle que soit votre carrière, là, on s'attend à ce que lorsque vous expliquez quelque chose, qu'on soit capable de comprendre. Hein? Vous ne serez pas des manutentionnaires, hein? Vous êtes des gens, des professionnels. Là. Donc, être capable d'avoir un discours cohérent et pertinent et écrit dans une langue correcte. On ne s'attend pas à avoir des gens qui sont excessivement bons en français. Là. On ne va pas faire des correcteurs d'épreuve uniforme de vous. Là. Mais tout de même, d'avoir un minimum pour pouvoir écrire des courriels sans que ça aille à la fou ou des choses comme ça. Donc, le niveau de français, où je vous dirais que, de mon point de vue, on fait passer des fois des épreuves uniformes. Moi, je trouve qu'il y a vraiment trop de fautes. Donc, on les fait passer quand même. Donc, c'est pas excessivement là, incroyable là, ce qu'on vous demande, mais je pense que c'est correct. La dissertation critique, c'est quoi? Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire une dissertation critique. Excusez-moi. Donc, on vous demande de prendre position, ça c'est très important. OK? Ça arrive tout le temps, une fois de temps en temps, un étudiant qui fait une explication de texte. Donc, 6 pages d'explication de texte, puis on va le faire échouer parce qu'il ne prend pas position, puis pourtant, c'est comme un petit détail de plus, c'est de dire oui ou non à une question. Ou d'être nuancé, mais au moins de prendre position. Formuler des arguments cohérents. Présenter des preuves tirées du texte. Toujours dans la logique. Expliquer sa position. Ça, on va en parler, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que souvent, vous allez avoir l'impression de donner un argument, donner une preuve, le reste vous semble évident. De tirer l'explication, de composer une explication, c'est ce qui est le plus difficile. À tout le moins, on va voir les manières de s'en tirer, là, vous pouvez tous le faire. Là. Donc, maintenant, on va parler de l'évaluation de l'épreuve uniforme. Je l'ai ici dans un autre tableau. Excusez-moi, j'ai vu que. Pas les Ça encore, c'est des choses qui se trouvent sur Internet. C'est pas un secret que je sais. C'est un secret de Pochinelle sur ça. Bon. Donc, il y a trois critères importants où il faut réussir. Il faut être en réussite. C'est un point important à comprendre. L'épreuve uniforme, c'est pas on essaie de taper un 90%. Il faut être évalué, il faut avoir une réussite. C'est passe ou échec.
Donc, il y a 3 éléments, puis on ne fait pas la moyenne des 3, c'est pas si vous en réussissez un, les 2 autres, c'est pas grave. Non. Il faut que les 3, vous soyez en réussite. Donc, compréhension et qualité de l'argumentation, communément appelé le contenu. La structure du texte. Donc, ça, c'est la forme, hein, votre introduction, votre conclusion, votre développement, les paragraphes. Et puis, dans ces 3 éléments. La compréhension, là, le contenu, là, il est à peu près, là, ça, c'est les statistiques, je crois, de 2013. Ça a été réussi par 95,7% des étudiants. Hein, donc, il y en a 4,3% qui ont échoué en contenu. Leur contenu n'était pas bon. Hein, donc, c'est quand même élevé. La structure, 99,3% des étudiants réussissent. Donc, il y a juste 1,7% des étudiants qui n'ont pas fait d'intro, ils n'ont pas fait de conclusion, les idées sont toutes mélangées. C'est élevé, non? Et puis, 85,3% des étudiants réussissent en langue. Pour un total de 83,3%. Là, pour vous expliquer, là, ça ne s'additionne pas, hein, c'est bien évident. Pourquoi 83%? On le voit ici, ça veut dire que, bon, il y en a 14,7% qui ont coulé en langue. Le 14,7%, on le retrouve là-dedans. Le 4%, on ne peut pas l'ajouter, là. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont coulé en langue et en contenu. C'est pour ça que c'est le 80, il y en a plus qui ont coulé au total que juste ceux qui ont coulé en langue. Puis on voit en même temps, c'est quand même. Donc, il y en a qui ont coulé en compréhension, mais qui n'ont pas échoué en langue, puis il y en a qui ont échoué pour les deux. C'est pour ça qu'il y a juste un 2% qui s'additionne là-dessus. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, vous me suivez? Ouais. Donc, c'est juste pour vous montrer que la langue est très, très importante. La plupart des échecs sont faits en langue. Mais ça arrive aussi des fois qu'il y en a qui réussissent en langue et qui échouent en contenu. Mais je reviens encore à ce que je vous ai dit précédemment. C'est important d'être bon en contenu parce que si vous êtes bon en contenu, vous allez faire votre rédaction plus rapidement. Puis à ce moment-là, vous allez avoir plus de temps pour réviser. Petit point aussi que j'aimerais juste vous dire, peut-être ça peut vous être utile. Lorsqu'un étudiant échoue en langue, sa copie est révisée par son superviseur. Lorsque l'étudiant échoue en contenu, la copie est supervisée par le superviseur et ensuite par le directeur de l'épreuve uniforme. Ça peut vous montrer à quel point là, vos copies peuvent avoir 2 ou 3 personnes qui vont l'avoir lu. Mais en contenu, c'est plus subjectif. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas? Ben, il y a même le directeur de l'épreuve uniforme qui le vérifie. Pour vous dire que les révisions de notes, là, c'est très peu probable que ça puisse vous être favorable parce que ça a déjà été révisé en quelque sorte. Il y a plus des mauvaises copies qui passent pareil parce que le correcteur a mal fait son travail que le contraire. OK. Où est-ce que je suis rendu dans mon à quoi ça peut vous faire penser, vous, faire l'épreuve uniforme? Si vous avez une métaphore à donner à ça. Oui? Un obstacle. Un obstacle. OK. C'est une bonne métaphore. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une autre métaphore? Déjà, le terme épreuve, je trouve qu'il est mal choisi.
Pour moi, c'est faire du gâteau. Ah oui. Hein, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Hein? Pourquoi? Parce que c'est simple. Hein? Ça prend des ingrédients de base. Hein? Comme le gâteau, ça prend de l'eau, de l'huile, des œufs. Bon, les œufs, c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'ils soient frais. Ben, l'huile, non, ça peut être frais aussi, mais bon. Puis ensuite, on a seulement qu'à suivre des indications pour on va réussir. Puis même si on suit mal les indications, là, mettons que si vous battez les œufs 1 minute au lieu de 30 secondes, bon, je pense pas que vous allez rater votre gâteau. Là. En gros, ça va bien fonctionner. À l'épreuve uniforme, c'est la même chose. Premièrement, ce que ça nous prend à la base, c'est être capable de comprendre les textes. Habituellement, la plupart des gens sont capables de faire ça. Donc, je dois admettre qu'il y a des personnes qui ont des grosses difficultés en français, puis ils vont mal interpréter les textes. Mais en gros, la plupart d'entre vous qui êtes rendus ici, à cette étape-là de votre vie, là, vous êtes capable de faire ça. Capable de prendre une position critique aussi. J'en ai connu qui n'arrivent pas à prendre une position critique, mais la plupart des gens sont capables. Bien, il faut être capable d'écrire dans un français correct aussi. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Je dois l'admettre. Mais dès qu'on a réuni ces éléments-là, vous n'avez qu'à suivre la procédure, puis ça va fonctionner. Maintenant, je vais vous montrer. Quelle serait la première étape, selon vous, pour réussir l'épreuve uniforme? Pour réaliser une épreuve uniforme? Pendant l'examen, oui. Oui. Comprendre le texte. Choisir un texte, non? Choisir un texte, c'est très bon. C'est très, très bon. Plus loin que ça encore. Ou avant ça encore. Se présenter. Pardon? Comprendre la question. Oui. Ça aussi, c'est très, très bon. C'est très, très proche. Lire les 3 textes. Ah, vous êtes vraiment... Ouais. Mais il y a quelque chose qui va avant ça encore. Parce que cette étape-là n'est pas essentielle. Okay. Se connaître. C'est ce qui est primordial pour faire l'épreuve uniforme, c'est faux. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, il y a 3 sujets. Il y a 3 questions. Et si vous connaissez, si vous sachez, il y a toujours les mêmes genres de questions, c'est toujours les mêmes genres de textes. Donc, si vous vous connaissez et vous savez ce qui vous inspire, puis ce avec le quoi vous êtes bon, ben vous n'allez pas à lire les 3 textes. Vous allez dire, ah ouais, moi, je vais commencer par ce texte-là. Vous le faites, vous le lisez, puis si ça ne va pas, ben là, vous irez à un autre texte. Mais... Donc, se connaître, c'est primordial. Donc, peut-être que vous pouvez prendre ça en note, là, ça dépend, ça dépendra de vous. Là. Mais, donc, les genres. Dans les épreuves uniformes, il y a toujours de la poésie à quelque part. Hein? La poésie, ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est court, c'est riche. Parce que le problème, c'est que c'est souvent ambigu. Hein? Malheureusement, c'est dans ce genre-là qu'on trouve des copies d'étudiants qui ont vraiment mal compris le texte et qui disent des choses qui ne sont pas exactes. Ben, en revanche, si vous voulez des images riches puis d'avoir à dire des choses en poésie, vous allez en trouver beaucoup. Puis en plus, c'est très rapide à lire. Hein, c'est ça, ça tient sur une page, sur 2 pages, ça va vite. Le théâtre, ça c'est dynamique. C'est vraiment le fun à lire. En tout cas, moi, je trouve que ça va vite. Mais il y a moins de descriptions, il y a moins d'éléments de forme. Ça peut être désavantageux. Le roman, c'est plus long, c'est bien évident. L'essai aussi, c'est plus long. C'est plus clair, mais c'est moins riche. Il y a moins d'effets de style. Il y a moins de choses à dire, des fois, dans l'essai. On en revient, il y a toujours de la littérature québécoise dans les épreuves uniformes et de la littérature française. On peut avoir
c'est certain qu'il va y avoir au moins une question qui ne traitera pas de littérature québécoise. C'est certain qu'il va y avoir au moins une question qui va être de littérature québécoise. Là. Vous voyez, genre, là? Donc, il pourrait en avoir deux, là, mais il n'y en aura jamais trois de littérature québécoise. Et inversement pour la littérature française. Puis la littérature contemporaine ou ancienne. Bon, il n'y a jamais eu de littérature du Moyen Âge, là. Mais il pourrait y avoir des extraits de littérature du 16e, du 17e siècle. Puis il va toujours avoir de la littérature contemporaine des années 2000, des années 90, donc des affaires qui ne sont pas trop loin de nous. Type de question, il y a toujours au moins une question à un texte. Vous avez juste un texte à lire, on vous pose une question, puis c'est tout. Puis il va toujours avoir au moins une question avec deux textes. On va vous dire souvent les questions à deux textes, là, ça va être des questions du type est-ce que le portrait de la mère est représenté de la même manière? Donc vous allez comparer la mère dans les deux textes. Là aussi, c'est important de se connaître. À un moment donné, j'avais une étudiante qui me disait « Ah, moi, je préfère à deux textes parce que je vois, j'ai pas besoin de réfléchir trop, je le vois, la mère là, puis les ressemblances et les différences m'apparaissent tout de suite aux yeux. » Elle voulait faire ça. Le problème avec les questions à deux textes, c'est que vous ne pouvez pas voir les ressemblances lors de la lecture du premier texte. Hein? C'est juste au deuxième texte que là, vous pouvez voir les ressemblances et les différences qu'il y avait avec le premier que vous avez lu. Puis après ça, il faut relire le premier pour faire le lien entre les deux, puis ça peut être un peu plus long. Donc c'est à vous de vous connaître pour ces choses-là, à décider. Les textes sont si longs que ça. Pardon? Les textes sont si longs que ça. S'ils sont longs? Oui. Ouais, mais si c'est deux extraits de roman. Donc, 2 pages, 3 pages? J'en ai pas devant moi, mais souvent ça va être chacun 2 pages et demie, fait que ça va faire un 5 pages à lire. À peu près. Ça dépend toujours de votre force aussi. La littérature québécoise, je vais revenir là-dessus. Ça peut arriver qu'il y ait un extrait en joual. Ah, mais si vous êtes d'une origine étrangère, que ce soit français ou autre, là, vous pouvez mal interpréter le joual. Donc, ça serait peut-être à éviter, à moins que vous êtes à l'aise avec ça, vous le savez. Là. Mais c'est le genre de truc, comme je disais, il faut se connaître pour pouvoir choisir. Donc, bon. Le projecteur est un peu proche, mais je pense que ça peut aller pour tout de suite. Il a fallu que je mette du ruban adhésif pour le placer, puis c'est pas idéal. Bon. Je vais vous donner 2 exemples de questions. Dans l'extrait du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Pierre Chederlot de Laclos, le vicomte de Valmont éprouve de l'amour pour Madame de Tourvel, discutée. Vous voyez, c'est assez simple. Vous avez seulement qu'un texte. Dans l'extrait, vous allez voir des éléments qui présentent, qui démontrent que le vicomte, il ne l'aime pas. Puis vous allez voir des éléments comme quoi il l'aime. Puis c'est comme ça qu'ils sont choisis, en fait, les textes de première forme. C'est qu'on peut dire oui, toujours on peut dire oui, toujours on peut dire non. Il y a les deux. Il n'y a pas de réponse absolue à ça. Ensuite, discuter, c'est un type de formulation qui n'est pas différente des autres. On aurait pu vous dire, est-ce que dans l'extrait du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Pierre Chederlot de Laclos, le vicomte de Valmont éprouve de l'amour pour Madame de Tourvel? Ça aurait pu être juste ça. Donc, le fait qu'il y ait discuté, ça change un rien. C'est une formulation qui revient tout le temps. Deuxième, peut-on dire que dans les poèmes La Passante de Mille Ligan et À une passante de Charles Baudelaire,
La passante est présentée de la même façon. Donc, c'est vraiment des questions typiques. J'en avais un troisième, mais c'est plus ou moins intéressant. Là, ça, c'est une épreuve d'une certaine année. Là. Vous voyez, le premier, c'est un roman, le deuxième, c'est 2 poésies, c'est 2 poèmes, puis le troisième, c'est un extrait d'une pièce de théâtre, et puis un roman, un extrait de roman. C'est typique, ce genre d'épreuve uniforme. Maintenant, deuxième étape, ça va être de connaître l'épreuve uniforme. Comme je dis, connaître l'épreuve uniforme, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire comprendre les règles. Je ne sais pas si j'enlève ça. Comprendre les règles. Sur quoi vous allez être évalué. Donc, ça en fait, c'est l'étiquette que vous allez avoir sur votre cahier de rédaction. Donc, les 3 premières colonnes, c'est le critère 1, qui est le contenu. Oups. Le critère 2, qui est la structure. Et la langue, qui sont les 3 dernières. Donc, on va voir, au cours de notre session, on va voir chacun de ces éléments-là. On va s'assurer de bien les comprendre. Donc, pour le contenu. Ah, ça en fait, moi, en fait. Rédaction, respect du sujet de rédaction. Ça, c'est la première colonne. Vous l'avez dans l'organigramme qui est là ici. Mention et interprétation juste des éléments essentiels de l'énoncé du sujet de rédaction. Ça, c'est très important de bien comprendre la question. On va en parler plus en détail, puis aussi de ne pas oublier un personnage, de ne pas oublier un texte. Développement approprié et cohérent de chaque élément de l'énoncé du sujet de rédaction. Clarté et cohérence, c'est constance du point de vue critique. Donc, ce troisième élément-là, c'est vraiment, est-ce qu'on comprend si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'information? Est-ce qu'on vous suit ou des fois on vous perd? Argumentation. Valeur des arguments en relation avec le sujet de rédaction ou le point de vue de l'élève et leur cohérence. Pertinence des illustrations ou des preuves. Efficacité des explications. Et le troisième élément, c'est qui traite de la compréhension et connaissance littéraire. Donc, est-ce que vous comprenez bien le texte? Est-ce qu'on a pu voir que vous avez mal compris les pans entiers du texte? Justesse et pertinence des connaissances littéraires formelles. Donc, c'est tout ce qui concerne le style. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer les effets de style? Justesse et pertinence des connaissances littéraires générales. Encore vous montrer, là ce que je veux vous montrer, c'est comment, disons, comment maximiser en fait vos efforts pour réussir l'épreuve. Où vous devez mettre vos efforts. Le premier élément, il y a 0,9% des étudiants qui échouent. Le deuxième, argumentation, preuve, explication, il y a 14 points. Je vais revenir un peu sur mon explication parce que je veux dire par échec. Chaque élément, le correcteur, ce qu'il va faire, il va dire est-ce que vous avez plus ou moins. Hein? Donc, si vous avez plus, c'est parce que vous avez vraiment réussi
ce critère-là. Si vous mettez moins, c'est parce que vous n'avez rien fait de bon là-dedans. Et si, des fois, vous faites des bonnes choses, des fois des mauvaises, ils vont vous mettre plus ou moins. Donc, plus ça vaut 2 points, plus ou moins ça vaut 1 point, puis moins ça vaut 0. Donc, le total de points que vous pouvez avoir ici, le maximum de points, c'est 6 points. Le minimum, c'est 0. Ce que je dis, quand je dis qu'il y a un échec, c'est lorsque vous avez moins de 3 sur 6. Ça, c'est pas un échec. Parce qu'il faut réussir à avoir. Donc, il y a 3 colonnes ici, 6, 6, 6, un maximum de 18. Il faut réussir à avoir 9 points pour réussir. Donc, si vous avez plus ou moins partout, ben, vous êtes correct. Pas de problème. Mais si vous avez moins là, puis moins là, donc 0, ben, pour réussir, il faut que vous ayez des plus à 2 endroits. Là, ça va contrebalancer vos faiblesses. Ça, je veux dire par investir votre énergie aux bons endroits. Là. C'est très important. Donc, 0,9% des gens qui ont eu moins que plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Hein, donc, la plupart du monde réussit. Ok, ben, ici, 14,4% des étudiants échouent ça. Puis moi, comme correcteur, je vais vous dire ce qu'on voit souvent. On voit souvent plus ou moins, moins. Plus ou moins, plus ou moins. Les preuves, habituellement, c'est plus réussi. L'argument, ça peut varier. Les explications, dans les mauvaises preuves, souvent, ça va tomber en moins. Donc, c'est ce qu'on va voir de plus mauvais moment. Il y a quand même 14% qui réussissent pas ça. Donc, ils ont juste un 2 plus ou moins. Pour la troisième colonne, il y a 28% des étudiants qui échouent. Fait que ça veut dire souvent, ils ont juste plus là, puis moins. Ou ils ont plus ou moins là, puis plus ou moins dans un des deux, puis c'est tout. Fait que vous vous rappelez qu'il y a seulement 15% des étudiants qui échouent, hein, l'épreuve uniforme. Ben, il y en a 30% qui échouent ce critère-là quand même. Ça veut dire qu'ils se rattrapent ailleurs. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux vraiment que vous compreniez. Si vous avez de la difficulté en littérature québécoise, hein, comme vous disiez tantôt, ça c'est le seul élément où la littérature québécoise entre en ligne de compte, c'est là. C'est vos connaissances en littérature québécoise. Ben, si vous échouez ça ne veut pas dire que vous allez échouer, il y a d'autres manières de vous donner des trucs pour réussir quand même. Mais si vous avez échoué, ben, si vous avez un plus là, ben, vous êtes correct. Il n'y a pas de panique à y avoir. Vous êtes correct pour passer l'épreuve. C'est bon pour ça? Le critère 2, c'est la structure, c'est la même chose. Donc, 12 points maximal. Un maximum de 12 points. Il faut en avoir au moins 6. Donc, présence et clarté, pertinence des parties d'introduction, la conclusion, les marqueurs de relation entre les parties d'introduction et les parties de la conclusion. Ça, ce qui va être le plus dommageable pour vous, c'est si vous mettez un mauvais marqueur de relation au début de la conclusion. Il faut même écrire en conclusion, au moins, là, mais si vous n'écrivez rien au début de la conclusion, si vous ne mettez pas de marqueur de relation, tout de suite, vous allez tomber en plus ou moins direct. 5. Structure du développement. Forme du marqueur de conclusion. Pardon? Un marqueur de un marqueur de relation, c'est le mot comme finalement. En résumé. En résumé. On vient de dire la phrase. Donc, structure du développement, ça en fait, c'est si vous venez entre vos paragraphes, si vous venez tout le temps sur les mêmes idées, vous allez être pénalisé là. On peut avoir une structure logique, une progression logique.
Construction des paragraphes, mais ça, c'est dans le paragraphe même. Si on vous perd, on n'est plus capable de vous suivre, là, on ne sait plus où vous en allez dans votre paragraphe, c'est là qu'on va vous pénaliser. Enchaînement des idées, marqueur de relation encore. Marqueur de relation, ici, c'est le marqueur de relation qui va débuter votre deuxième paragraphe et ou votre troisième paragraphe. Là. Si vous l'oubliez, vous allez tomber en plus ou moins directement là. Donc, le deuxième paragraphe, vous commencez par, je sais pas moi, ensuite, ça peut être, vous avez le droit de faire premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais il faut que ça commence par quelque chose. Je ne peux pas juste dire, je commence une phrase. Le reste des points, c'est vraiment l'enchaînement entre votre argument, votre preuve, votre explication. Les en effet, par conséquent. Si vous avez, par exemple, 3-4 phrases qui commencent par il, ben là, il manque un marqueur de relation. Hein, puis ça prendrait un de plus, ensuite. Ça ne peut pas juste être il fait, il dit, il dit. Donc, en gros, là, c'est ça. C'est très rare que ça va en moins parce que vous réussissez toujours à mettre un marqueur de relation à quelque part, puis on ne vous mettra pas en moins. Mais bon, comme je dis, c'est facile. Mettez un marqueur de relation au début de vos paragraphes. Vous allez être au moins en plus ou moins. Enfin, le dernier critère qui est la langue. Élément très important. Je vais finir ça pour on va aller en pause, c'est bon pour vous? Donc, 30 fautes. Hein, on vous a souvent parlé des 30 fautes. En fait, la règle, c'est une faute aux 30 mots. Donc, si vous écrivez une dissertation critique de 1800 mots, hein, 2.900, ça va être long. Mais si vous faites 59 fautes, vous allez réussir. 59, ça va. Mais, ben là, il faut les rédiger. Sur 1800 mots. Sur 900, non. À 30, en fait, à 30, vous êtes toujours en réussite. C'est à 31 vous êtes en réussite. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est que stressez pas trop sur le nombre de mots. Je veux dire, si vous en avez 1000, vous avez le droit de 33 fautes. Là. Donc, vous n'êtes pas plus pénalisé si vous écrivez 1000 mots. Là. C'est seulement le seul problème si vous écrivez 1000 mots, c'est que ça va être un petit peu plus long à réviser. Hein, mais vous avez le droit de faire 33 fautes. Donc, vous n'êtes pas pénalisé en nombre de fautes. Ce qui est plus grave, c'est d'écrire moins de 800 mots. Parce que là, si vous écrivez moins de 800... Parce qu'à moins de 800 mots, vous n'avez pas le droit de faire 30 fautes. Vous avez le droit de faire 27 fautes. Un peu moins vous écrivez de mots, moins vous avez le droit de faire de fautes. Puis ensuite, on va vous pénaliser un contenu. À partir, je crois, de moins de 700 mots, c'est plus possible d'avoir un A en contenu. C'est maximum B, puis ainsi de suite. Puis ça peut vous amener un échec en contenu. C'est trop court pour ça, parce que comme je vous l'ai expliqué tantôt, vous gagnez des points d'une colonne à l'autre, vous gagnez des points, mais là, parce que c'est trop court, la première colonne, vous ne pouvez pas avoir plus que C, ben le reste, il faut que ça soit C aussi pour pouvoir passer au bout de la ligne, puis si ça ne l'est pas, ben... Donc, écrivez plus de 800 mots, absolument. Et ça, c'est important, là, si vous écrivez n'importe quoi, là, mais écrivez plus que 800 mots. Ta question? Le minimum, c'est 800, c'est comme Ben, le minimum, en vérité, je crois que c'est 300. En bas de 300, on corrige même pas. Mais dès que tu écris moins de 800, tu te mets dans le trou. Tu te mets dans le trou parce que c'est certain qu'en contenu, tu vas commencer à perdre des points. Puis tu as le droit de faire moins de fautes. Aussi, un élément important, c'est que, mettons le mot note.
Hein? Note, ça s'écrit N-O-T-E. Hein? Ben, si vous écrivez note N-O-T-T-E, et vous l'écrivez 5 fois dans le texte, N-O-T-T-E, vous perdez seulement qu'un point. Fait que, si vous écrivez juste 800 mots, ben, le nombre de mots comme ça que vous allez avoir écrit incorrectement, comment je peux dire? Ouais, ben, par nombre de mots. À 1800 mots, si vous écrivez 18 fois note avec 2T, vous allez être pénalisé rien qu'une fois. Mais c'est des mots qui comptent aussi, tous les mots, vous allez mal écrire après. Donc, c'est moins pénalisé. Disons que ceux qui écrivent 800 mots, ils ont plus tendance à échouer que ceux qui en écrivent 1400. Parce que les fautes ne reviennent pas. Dès que vous avez fait une faute, après ça, vous pouvez continuer à mal le faire, mais vous ne perdez pas d'autres points. Donc, vous gagnez des mots, puis vous ne perdez pas de points, donc ça vous amène avantage. À condition d'utiliser les mêmes. Pardon? À condition d'utiliser les mêmes. Oui. Mais ou les mêmes fautes. Tu dois faire les mêmes fautes, mais c'est plus probable que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la correction des fautes? Emploi du vocabulaire précis, variété du vocabulaire, clarté de l'expression. Ça, c'est très rare que c'est pénalisé, celui-ci. Pourtant, c'est ce sur quoi vous stressez le plus, là, un échec de 0,2%. Hein, donc, inquiétez-vous pas, essayez de ne pas trouver du vocabulaire, c'est pas le temps à l'épreuve uniforme d'aller chercher du vocabulaire. C'est très rare qu'on pénalise pour un étudiant qui fait 2-3 fois, qui utilise 2-3 fois le même mot. C'est vraiment très très rare. On pénalise tout le temps parce qu'il utilise un mot qui ne s'applique pas dans ce genre de situation. Alors, souvent, il y a des étudiants qui vont chercher des synonymes, puis ils trouvent un synonyme, mais ça ne s'applique pas. Donc, ils sont pénalisés à ce moment-là. Absolument, c'est pour ça qu'ils sont pénalisés, mais même ceux qui font des affaires épouvantables, c'est pas ça qui les fait échouer. Syntaxe et ponctuation, 17,5% échouent là-dedans. Puis, orthographe, d'usage, orthographe, grammatical, 27%. Là, vous dites, ouais, mais vous m'avez dit qu'il y a 15% des étudiants qui échouent en langue. Là, vous me dites dans les 27. Mais c'est parce que ceux qui ont échoué en orthographe, mais ils n'ont peut-être pas échoué en syntaxe. Souvent, c'est ceux qui arrivent, on voit des étudiants qui sont très forts en syntaxe, puis en orthographe, ils sont très très faibles. Donc, un peut compenser pour l'autre. Là, je vais vous laisser aller en pause. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, on va prendre une petite dizaine de minutes de pause, puis on revient avec lui. Je vais replacer le projecteur. Troisième élément important de réaliser avant de faire l'épreuve uniforme, c'est d'arriver à l'épreuve uniforme avec les manuels de référence utilisés. Donc, vous avez ça dans votre conseil pratique à l'élément 2.2. Vous pouvez aller voir, là, on parle des ouvrages de référence. Les ouvrages de référence idéaux, typiques là, à amener, le dictionnaire Robert, le multidictionnaire et le Pécherel. Bon. Pourquoi pas le Larousse? D'abord, le Larousse, il y a beaucoup moins d'informations dans le Larousse en ce qui concerne la langue. Là, vous allez me dire, ben, dans le Larousse, j'ai des connaissances encyclopédiques. D'abord, sachez bien que ce que vous copiez du Larousse ne vous servira absolument à rien à l'épreuve uniforme. Parce que nous, ce qui vient, en fait, de tous les dictionnaires, on ne prend pas comme étant des connaissances générales, littéraires. Ils ne sont pas considérés comme étant des connaissances. Donc, si vous faites une belle présentation sur le romantisme qui vient du Larousse, ça ne va rien donner. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de très utile. Le Robert, par contre, surtout pour les gens qui ont des faiblesses en français, vous allez pouvoir voir, il y a beaucoup de citations dans le Robert. Vous pouvez voir comment on utilise un mot correctement, avec quelle préposition il s'utilise. C'est très important. À la limite, vous pourriez aller chercher des citations dans le Robert. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utile dans une présentation, dans une conclusion.
Évidemment, si vous dites d'où vient votre citation. Ça va être considéré comme étant une connaissance générale, même s'il vient du Robert, les distinctions. Le multidictionnaire, ben, pour ceux qui. Est-ce qu'il y en a qui ont le multidictionnaire à la maison ou aucun d'entre vous? Bon, ben, j'espère qu'il y en a au moins la moitié pour l'acheter en fait. En tout cas, moi, quand j'ai découvert le multidictionnaire, quand j'étais étudiant, ça a été une révélation. Là, c'est que dans le multidictionnaire, vous avez des règles de français. Hein, si vous vous dites les femmes se sont disputées, blablabla, vous voulez écrire ça, mais est-ce que disputer, je l'accorde ou je ne l'accorde pas? Vous allez le trouver dans le dictionnaire. Quand vous cherchez à disputer, puis vous allez voir pour on réfléchit. Donc, vous allez voir si ça s'accorde ou ça ne s'accorde pas. Ensuite, des règles comme la règle des tout. Est-ce que j'écris TOUS, TOUT? Il l'a là-dedans. Donc, c'est vraiment un dictionnaire très, très pratique, puis vous avez le droit de l'apprendre. Puis là, moi, le Becherel, évidemment, pour savoir combien conjuguer vos verbes. Donc, c'est les 3 documents de référence que je vous suggère fortement d'apporter. C'est bon pour ça? Stratégie de rédaction. Ça, c'est. Vous allez voir ça dans les éléments 3.1 à 3.4, donc c'est les pages 5 et 8, 5 à 8. Je vais vous laisser regarder ça à la maison, le lire en détail à la maison. Le premier élément important que je voudrais que vous enregistrez dans votre mémoire, c'est de ne pas faire de brouillon. Vous pouvez faire du brouillon, mais pas du brouillon. Est-ce qu'il y en a qui pensaient faire un brouillon à la rédaction? Toi? Non? C'est vraiment déconseillé de faire le brouillon parce que, chose que vous connaissez, le téléphone arabe, on jouait à ça quand on était enfant. Donc, on se met 5 en file, puis on dit un message à un, puis l'autre, puis à la fin de la file, ben, le message est complètement transformé. C'est ce qui arrive avec le brouillon. Hein, si vous prenez vous prenez le texte, faites une dissertation, vous copiez une citation, vous la copiez une première fois, puis après ça c'est dans votre brouillon, puis après ça, vous faites votre propre, vous allez copier de votre brouillon. Ben là, il y a des risques que vous changiez des prépositions, que vous changiez de l'orthographe, tout demandant comment fort vous êtes, mais vous pouvez faire des erreurs à ce moment-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est beaucoup plus grande, c'est que, beaucoup plus importante à mes yeux, c'est que vous allez perdre du temps à transcrire. Encore là, si pour vous, c'est 4 heures, c'est trop de temps, si vous seriez capable de le faire en 2 heures, ben, vous faites des brouillons dans le déroulé, mais la plupart des gens, ils n'ont pas assez de temps pour faire l'épreuve uniforme, donc ne perdez pas de temps avec un brouillon. Là, comment qu'on fait? Soit vous écrivez à la mine, puis qu'à la toute fin, en faisant votre révision, vous tracez à l'encre, ça peut être une solution. Ou encore, ben, vous amenez un correcteur parce que vous avez le droit de corriger. Ou encore, parce que des fois, c'est la syntaxe, la formulation, vous avez de la difficulté. Vous pouvez toujours, quand vous savez qu'il y a une phrase avec laquelle vous avez de la difficulté, ben, vous pouvez toujours la travailler un peu sur le brouillon, mais ensuite, vous l'écrivez tout de suite au propre et vous continuez votre rédaction. Vous ne faites pas complètement un brouillon. C'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Alors ça, c'est juste ce que je disais. Le comptage de mots. Perdez pas de temps non plus avec le comptage de mots. L'idéal, là, puis ça me permet d'en parler, c'est de faire une simulation d'épreuve uniforme. Vous pouvez déjà vous inscrire à la simulation d'épreuve uniforme. Ça va être corrigé par un correcteur de l'épreuve uniforme, puis il va y avoir vous allez avoir des commentaires sur votre épreuve, sur les erreurs que vous avez faites. Mais si vous faites une simulation, là, vous pourrez voir avec votre type d'écriture combien de pages il faut remplir pour faire 900.
typiquement, je vous dirais que dans l'ensemble de votre texte, il faut avoir à peu près 6 arguments pour faire 900 mots. Hein? Donc, 6 arguments, donc 6 preuves, 6 explications. Absolument, ça devrait bien aller avec ça. Donc, vous pouvez faire ça sur 3 paragraphes avec 2 arguments chaque, ou 2 paragraphes avec 3 arguments chaque, dépendamment. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire... Mais vous devriez réussir à faire votre 900 mots. Élément important. Les citations sont des mots, sont comptées. Ça, c'est important. Là. Souvent, on voit une copie, puis l'étudiant il écrit 810 mots. Puis les autres, à la fin, on compte, puis il y en a 1200. C'est parce que l'étudiant n'a pas compté. Il y en a plusieurs qui pensent que les citations ne sont pas comptées en comptage de mots, donc elles le sont. Ce qui est d'autant plus important, c'est que lorsque vous copiez vos preuves, faites attention de ne pas faire d'erreur parce que c'est comme si on vous donnait le solutionnaire d'un examen. Ne trompez-vous pas quand vous avez le solutionnaire. Vous avez des mots bien orthographiés, bien écrits, donc faites bien attention à ça. Oui, monsieur? Je voulais savoir, quand on fait une citation, est-ce qu'il faut chaque fois nommer le nom de l'auteur ou... Non. Vous n'allez même pas écrire le numéro de ligne. Hein, souvent, vos professeurs vous demandent là, dans les cours de littérature, mais l'épreuve uniforme, c'est pas important. C'est vraiment du temps perdu. Ça aussi, c'est du temps perdu. Là. Des fois, on voit ça, il y en a qui mettent une note, puis c'est bon, ça. Tant que vous faites des parenthèses, vous les présentez correctement, tout est correct. Donc, puis... Oh. Donc, assurez-vous de savoir. Là, vous voyez, comptage de mots, pas de brouillon. Donc, si vous avez un plan, c'est essentiel de faire un plan. Moi, je fais des plans de toute façon, puis je maîtrise en littérature, je fais un plan. Là. Mais faites un bon plan, puis si vous avez un plan, vous n'avez pas besoin de faire de brouillon, vous n'avez pas compter les mots. Si vous avez votre plan, vous savez que vous allez présenter à peu près 6 arguments, ben, vous lancez dans votre rédaction, puis vous savez où vous en allez. Fait qu'il n'y a pas à faire d'essai, quoi que ce soit. Vous y allez dire ce qui est bon. Ce que je vous disais, si vous en faites plus, c'est pas grave. Les citations, c'est pas grave. Oui? Y a-t-il un nombre maximal de mots par citation? Ouais, c'est une excellente question. Là, vous approchez des questions de trucs. Vous vous rappelez le critère 1, hein, donc le contenu dans le sous-critère 2. Hein, le critère 2.2, c'est la pertinence des citations. OK. Si vous faites des citations trop longues, donc il y a beaucoup de choses que vous dites dans votre citation, mais qui n'est pas utilisé dans votre argument et dans votre explication, c'est à cet endroit-là que vous allez être pénalisé. Mais, c'est beaucoup moins pénalisant d'avoir un plus ou moins en citation, surtout que si vous faites d'autres choses qui ne vont pas faire. Parce que là, on expliquait tout ça que dans la citation. Oui, mais c'est beaucoup moins pénalisant d'avoir un plus ou moins en citation que d'avoir 15 fautes. Hein? Fait que. Mais là, écoutez, on parle de trucs là, pour passer l'examen. J'ai déjà vu un étudiant qui a fait une autre citation qui pendant 900 mots. Évidemment, il est échoué. Okay? Mais j'en ai vu d'autres qui mettaient un argument, il y a plein de fautes dans son argument, il y avait une citation d'une demi-page, il n'y a pas de faute, il a bien fait sa citation. Après ça, il a fait son explication, il y a 2-3 fautes dans son explication. Au bout du compte, ben, il passait. Fait que c'est à vous de juger de ça. Mais là, il faut que la citation soit bien faite, bien introduite. Puis c'est là que les citations directes sont très payantes à l'épreuve uniforme. Il y a un cas, moi, je travaille ici au Collège Marie-Victorin, puis au Collège Marie-Victorin, ils enseignent à leurs étudiants de faire des citations, comment on dit, j'ai le nom en anglais, je ne sais pas pourquoi ça vient en anglais, mais, pardon? Fondu, voilà, merci.
Donc, fondu. À ce moment-là, il y a donc juste 2-3 mots dans votre citation. Ben, ça, c'est pas payant à l'épreuve. C'est vraiment pas payant. Puis, ce qu'il y a de pire à l'épreuve, c'est les étudiants, il y en a qui ils ont vraiment peur de faire des trop longues citations parce que dans leur cours de littérature au collège, ils étaient pénalisés. Ben là, des fois, leurs citations sont trop courtes. Ils sont pénalisés de toute façon en citation au niveau des preuves parce qu'on voit mal le lien entre ce qui explique. Puis il faut aller lire, puis là, ok, ouais, je comprends, là, mais il aurait fallu qu'il cite plus pour pouvoir comprendre ce qu'il essaie d'expliquer. Donc, lui, il est pénalisé en preuve, puis en plus, il faut qu'il écrive plus de textes parce qu'il fait des courtes preuves. En fait, mais ça, j'aime pas être ça le dire, là, parce que c'est un truc, là, mais faites des longues preuves. Donc, ce genre de citation quand même dans le texte, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? J'ai l'habitude parfois d'expliquer, mais dans les explications, c'est comme j'ajoute. Ouais, c'est très mauvais de faire ça. Je comprends pourquoi vous le faites. Parce que expliquer des choses, des fois, c'est difficile, c'est plus facile de reprendre le texte de l'auteur en se disant, ben, ça va de soi, c'est évident à regarder. C'est justement là que la difficulté de l'explication, c'est de venir traduire en mots, en fait, on va en parler plus tard, mais l'explication, en fait, c'est très simple, c'est que vous avez juste à dire, dans votre citation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui démontre que votre argument est bon? Mais est-ce qu'on peut quand même, parce que j'explique quand même, ce que je veux dire, c'est mettre plusieurs ici. OK, bien, ouais, ça, vous me ramenez, ouais, c'est exactement. Mettre plusieurs citations, c'est très mauvais aussi. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus de quoi vous parlez exactement. Puis des fois, là, ça peut dépendre de votre cas particulier, là, je ne le sais pas, mais des fois, les citations deviennent un peu superflues parce qu'il y en a trop. À ce moment-là, vous allez être pénalisé en niveau des preuves. Donc, c'est mieux de mettre une longue citation et d'en parler par la suite que composer comme ça. Mais je comprends votre style, là, mais encore là, si vous voulez, si vous pouvez m'amener un texte, hein, si on a du temps, ben, je suis plus ou moins. Ouais, si j'ai du temps après cours, pas aujourd'hui, mais mardi, je pourrais toujours discuter de votre manière d'écrire. Gestion du temps est important, vous allez dans votre texte, dans votre guide, à la page 7. Bon, là, vous voyez, il y a gestion du temps sans brouillon avec brouillon. Finalement, moi, je vous dirais de mettre une grosse croix sur avec brouillon. Vous avez la même page 7 que moi, peut-être pas, hein, parce que moi, j'ai un vieux. Gestion du temps. Ah, ils l'ont enlevé finalement. Ah, ben c'est ça, bon, c'est bon. Ils l'ont enlevé. C'est page 7 toujours, là, mais ça fait plusieurs années que je dis d'enlever avec brouillon, puis ils l'ont enlevé, fait que on n'en parle plus. Donc, vous voyez dans la gestion du temps, très important, vous consacrez 1h30 au choix. Bon, là, si vous savez déjà, vous savez déjà c'est quoi dans quel type de texte vous êtes fort, ben, il y a 30 minutes qu'on parle là, mais vous n'allez pas le consacrer, il est déjà choisi. Ensuite, vous allez, donc pour tout ça, 1h30 quand même pour élaborer vos idées. Donc, on va le voir plus tard, là, mais chercher les mots dans le dictionnaire, identifier la problématique, faire le repérage des preuves, sectionner les passages, faire votre plan. Hein? 1h30 pour lire le texte, à partir de lire la question, comprendre la question, puis faire votre plan. Ensuite, vous avez 2 heures de rédaction. Puis 1 heure à la toute fin de révision. On conseille 2 révisions. L'élément important que je pourrais vous dire de noter, je ne pense pas que c'est écrit là-dedans. Dans la rédaction, là, écrivez sans faire de faute. Ça va paraître bien dur, là, mais dites-vous pas je vais écrire, là, puis au pire, je reviendrai après. Là.
Quand vous écrivez un mot dans votre dissertation, assurez-vous que vous ne faites pas de faute à ce moment-là. Parce que c'est niaiseux. 1200 mots plein de fautes, là, hein, une dissertation terminée, là, c'est pire que d'avoir 800 mots, une dissertation pas terminée, mais qui n'a pas de faute. Déjà là, ça, c'est mieux. Premier élément. Deuxième élément important, ça, c'est plus psychologique, là, l'affaire, c'est que quand vous écrivez, là, ben, c'est écrit. Hein, ça a déjà l'air bon. Fait que de réviser, ça prend une certaine distance pour pouvoir voir les fautes. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une deuxième révision, c'est pour avoir le plus de distance possible. Donc, si au moment même de votre écriture, vous vous êtes assuré qu'il y ait le moins de fautes possible, ça va être pas mal moins long à réviser, mais disons que le risque de revoir tout le temps le même mot et de ne pas voir la faute, ben, ne se produira pas parce que déjà vous êtes concentré pour éviter que la faute soit là. En tout cas, c'est le conseil là, très important. Donc, on en reparlera en langue, là, mais vous écrivez une phrase, repérez votre verbe conjugué, il est où votre sujet, conjugué, que vous assurez que vous allez le conjuguer correctement, vous assurez que vous avez bien accordé vos adjectifs au participe passé, vérifiez votre ponctuation pour passer à la phrase suivante. Je vais revenir sur la révision. Si vous pouvez faire une première révision qui est assez courte, ça va bien. Après ça, prenez un break. Pensez à d'autres choses. Mangez une barre de chocolat, je ne sais pas. Il faut vraiment, très très important, regardez dehors pendant 5 minutes. C'est vraiment, videz-vous la tête, là, puis après ça, vous faites la dernière révision. C'est important de se reposer, de replacer les esprits pour vraiment prendre le plus de distance possible avec votre texte. Puis là, vous allez être plus critique, vous allez trouver plus de fautes de cette manière. Oui? On peut corriger à la fin. Ouais, ça, c'est toutes sortes de trucs, mais justement, en corrigeant par la fin, ça nous empêche d'être hypnotisé par votre contenu. Donc, vous voyez seulement que les structures de la phrase, les choses. Ça, c'est une autre manière de faire. Donc là, on rentre dans le gros travail. Donc, on peut aller à la page, je pense, c'est le conseil pratique 4, élément 4, page 10, donc conseil de rédaction. On rentre enfin dans le vif du sujet. La question. Cherchez les mots de la question dans le dictionnaire. Cherchez les synonymes, les antonymes, les mots de la même famille. Nous, les correcteurs, c'est ce qu'on fait. La première chose qu'on fait, là, même si on est capable d'en faire des dissertations critiques, là, ben c'est ça qu'on fait parce que ça donne des idées. Je reviens. Premièrement, ça vous assure que vous ne partez pas dans une mauvaise direction dans votre analyse du sujet. Si vous avez bien compris la question. Puis en cherchant les synonymes, les mots de même famille, ça vous donne des idées. Ça vous ouvre l'esprit dans la lecture du sujet. Souvent, si vous faites une première lecture, après avoir après avoir lu la question, vous faites une première lecture du texte, si après ça, vous cherchez les mots importants de la question dans le dictionnaire, vous allez réaliser « Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'aurais pu penser à ci, j'aurais pu penser à ça. » Ça va vous donner beaucoup d'idées. Bon, je l'ai dit précédemment, assurez-vous de traiter tous les éléments. Texte essentiel, personnage essentiel. J'avoue que je n'ai jamais vu d'étudiants oublier de traiter d'un texte. Quand il y a deux textes à comparer, ça m'est jamais arrivé de voir qu'un étudiant l'oublie. Mais les personnages, si on parle des personnages, est-ce que les personnages souffrent? Ben, il ne faut pas parler juste d'un personnage, il faut parler au moins deux. Un exemple.
Dans le poème Il existe des pommes et des oranges, Marie Huguet présente une image désespérante de la condition humaine, discutée. Est-ce que vous faites un élément important de la question, c'est pas le mot discuter, hein? C'est le mot condition humaine. Qu'est-ce que c'est la condition humaine? Cette épreuve uniforme-là, moi j'ai vu plein d'étudiants parler de la santé de la personne. C'est pas de ça qu'on parle. La condition humaine, c'est plus général que ça. C'est la situation de l'être humain dans le monde, sa destinée, son sort. Ben, ceux qui m'ont parlé de sa santé, là, ben, c'est un échec tout de suite. Là. Le pauvre étudiant a travaillé pendant 4 ans et demi pour absolument rien. Désespérante. Qu'est-ce que c'est désespérante? Qui cause le désespoir, qui désole, désolant, navrant, décourageant, désagréable. Donc, c'est le genre de choses que vous devez aller chercher dans le dictionnaire avant de commencer l'épreuve. Quelle que soit votre force, hein? Dans ces extraits de Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière, peut-on dire que les gens sont brisés par le malheur? Ça, c'est. Là, on commence déjà des exercices, là. Je pense moins à. C'est là que j'ai compris que. Ça, c'est un extrait de l'extrait, en fait. Juste pour vous montrer comment ça peut être difficile. C'est là que j'ai compris que tout le monde était touché et qu'il s'était passé quelque chose d'une ampleur inimaginable. Les gens sont dans les rues, ils chantent pour calmer leur douleur, ils avancent lentement, une forêt de gens remarquables. Rien de funèbre. Je m'attendais à une foule écrasée par la douleur, mais la vie quotidienne a déjà imposé son rythme. Même le malheur n'arrête pas le mouvement dans ces régions pauvres du monde. Donc, vous voyez, quand vous voulez répondre à la question « sont-ils brisés par le malheur », il faut vraiment savoir de quoi on parle. Parce que là, il y a des choses qui peuvent paraître comme du oui, comme du non, dans quelle langue. Donc, si on va voir les gens, c'est qui les gens? C'est le narrateur comme ceux dont il parle. L'élève doit parler de plusieurs personnages dans sa dissertation. Ça vient directement du guide de correction là, de cette épreuve-là. Donc, le narrateur, lui, il souffre peut-être. Ça fait partie des personnages. Brisé, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, abattu, anéanti, désespéré, détruit, écrasé, étouffé, rompu, et tout autre synonyme quasi-synonyme qu'on peut aisément relier au moral. Argument accepté pour le non, les gens trouvent des moyens pour résister au désespoir. Les gens montrent beaucoup de célérité devant le malheur, ils veulent agir. Ça vient directement du corrigé de l'épreuve uniforme. Donc, vous voyez, on se pose, nous autres, les mêmes questions avant de faire l'épreuve. Repérage des idées. On est rendu au repérage des idées. Première des choses qui est très importante de faire, c'est d'amener 2 surligneurs. Hein, 2 crayons feutres. Vous n'amenez un jaune puis un rouge, ou orange plutôt, ou vert et bleu, là, dépendamment de ce que vous voulez. Puis lorsque vous faites votre lecture, vous voyez un passage qui démontre bien que ça répondrait oui à la question, vous le soulignez dans une couleur. Puis lorsque vous voyez un autre passage qui va dire plus le non, une autre couleur. Attendez, surprenez-vous pas, des fois, un même passage peut défendre le oui et le non. Ça dépend sur quel angle on l'attaque. Mais, donc, restez pas planté. Là, quand vous voyez ça, ça arrive des fois. Faites comme vous voulez, là, mais mettez les 2 couleurs à ce moment-là. Annotez dans la marge à l'aide de mots-clés. Ça va vous aider à vous retrouver là, des mots-clés. Donc, on parlait de douleur, là, mais c'est dans le texte de Dany Laferrière, à un moment donné, il parle de la douleur des gens. Mais à un moment donné, il parle de la douleur des gens en Haïti au moment du tremblement de terre, mais à un moment donné, il parle des douleurs des gens au Québec qui voient à travers les médias
la douleur des gens en Haïti. Donc, un mot-clé, ça pourrait être, je ne sais pas, mon québécois, tu sais, ou n'importe quoi, ou média, ou juste pour essayer de trouver l'essence même de votre citation, de la citation ou de la preuve que vous venez de trouver. Le mot-clé, je vais vous le montrer plus tard, mais ça va être utile pour faire le plan. Mais c'est surtout utile pour vous retrouver. Certaines personnes numérotent les citations. Ça, on va en reparler encore quand on va faire le plan. Vous pourriez dire, ah ben, c'est ma deuxième occurrence de la douleur physique, mettons. Hein, si votre dissertation, ça pourrait être en douleur physique, douleur psychologique. Peut-être que quand vous trouvez des preuves, vous pourriez mettre physique, psychologique comme mot-clé. Vous pourriez aussi les numéroter. Ça, c'est la première, c'est la deuxième, la troisième. Moi, je préfère travailler avec les numéros de ligne. Les numéros de ligne sont là, donc ça va mieux parfois avec ça. Ça dépend de vos préférences. Encadrer les éléments de forme. Alors, si vous tombez, là, c'est des éléments de forme, c'est pas compliqué, là. Une énumération, c'est ce qui est le plus facile, comme un élément de forme, une métaphore, une comparaison. Dès que vous en trouvez une, puis parce qu'il faut que vous en utilisiez au moins deux dans votre texte, là, un minimum de deux, dès que vous en trouvez une, vous pouvez l'encadrer. Vous utilisez une autre manière de la retrouver. Là. Puis vous savez, grâce à cette figure-là étant une somme toute assez simple pour vous, si vous pensez que vous êtes capable de l'expliquer, mais en l'ayant encadré, vous allez pouvoir la retrouver. Non. J'ai accéléré un peu. Maintenant, on va aller au conseil pratique à page 23. Je ne sais pas si c'est la même page 23 pour moi. Donc, vous allez c'est plutôt page 21. Bon, page 21, ça c'est important là, dans votre guide. Là, vous avez un exemple d'épreuve uniforme de mai 2014. Donc, vous avez les trois sujets. J'en ai déjà utilisé un. Ah, non, OK. Moi, je vous demandais, c'est plutôt à 7 exemples de dissertation réussie. Donc, une épreuve uniforme de janvier 2013. Là, je ne la lirai pas au complet, mais la question, c'est peut-on dire que les chansons La Bohème et La vie d'artiste tracent un même portrait de la vie d'artiste? Donc là, vous avez une chanson, de part, de Jacques Plante, interprétée par Charles Aznavour. Vous l'avez peut-être entendu dans votre vie. Donc, on ne la lira pas ensemble, parce qu'on n'aura pas le temps. Puis ensuite, La vie d'artiste de Francis Claude. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Ben, premièrement, là, on ne l'a pas fait, mais disons que vous devriez les lire et réfléchir à la question. Mais, OK, première étape, analyse la question. Donc, à la page suivante, là, je suppose que vous êtes ça va être page 25. Peut-on dire que les chansons La Bohème et La vie d'artiste tracent un même portrait d'artiste? Donc, élément essentiel, bon, les deux chansons, le portrait puis la vie d'artiste. Point de vue critique possible, oui, les deux chansons tracent un même portrait. Non, les deux chansons tracent plutôt chacune un portrait différent de la vie d'artiste. Puis, le troisième point de vue, ce serait d'avoir un point de vue nuancé, donc de dire des fois oui, des fois non. Repérage des idées, ben, comme on en a parlé, donc il faut trouver des mots-clés clairs et utiles.
Donc, on a un exemple là, dans votre guide de repérage des idées. Donc, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Donc, les mots bons sont soulignés. Je crois que c'est les éléments qui sont pour le oui. C'est-à-dire que les deux ont un même portrait. Donc, l'humble garni, en qualificatif humble et métaphore du nid, logis modeste. Ne paie pas de mine, ça veut dire un modeste logis aussi. Hyperbole avec fin aigu. Bon. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Encore là, pauvreté. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. On a souligné la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Donc, on a un élément qui est relié à la pauvreté, et un autre à l'espoir. Donc, dans l'autre texte, vous voyez, on a cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance certaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profite-en, mon amour, pauvre amour, les belles années passent vite. Donc là, on a souligné encore les éléments qui sont liés à la pauvreté, les obligations financières qui reviennent trop souvent, ils n'ont pas assez d'argent pour les loisirs, la précarité, le bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Lorsque vous faites une dissertation à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en relation tous les éléments des deux textes qui sont soulignés, donc qui qualifient que le logis est modeste. Donc là, vous pouvez mettre en relation le logis qui est pauvre, puis comparer les deux textes sur ce plan-là. Ensuite, comparer le manque de nourriture dans les deux cas. Ça serait des éléments qui sont similaires, sur le même plan, sur le même mot-clé, logis, nourriture. Puis ensuite, on voit des distinctions. Dans le premier texte, on parle de bonheur, on parle d'être heureux, on parle de gloire, il y a de l'espoir. Dans le deuxième texte, on n'en trouve pas. Donc là, ça, c'est une différence qu'il y a entre les deux textes. Vous voyez, c'est plus difficile de voir les différences entre les deux textes. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on doit fonctionner. Donc, ensuite, vous regardez ça à la maison, mais à partir de la page de la suivante, là, vous avez tout un développement qui a été monté avec les similitudes et les distinctions, puis une dissertation complète à la fin. Ce qui m'emmène à l'élément 7.2. Qui va être votre devoir. Donc, en 7.2, vous avez une question relative à Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Donc, un sujet de 2002, un vieux sujet. Je vais vous demander de lire le texte et souligner d'une couleur ce qui irait pour le oui, d'une autre couleur ce qui irait pour le non. Donc, souligner d'une couleur ce qui irait pour le oui, ce qui irait pour le non d'une autre couleur. Écrivez des mots-clés. Puis ça, on va le corriger au prochain cours. On va le faire ensemble, on va voir les éléments, puis je vais faire une rétroaction sur ce que vous allez me dire. Donc, évidemment, pour faire ça, je vais vous demander d'étudier la question.
tel comme je vous l'ai montré. Et puis, c'est tout. Donc ça, on va faire ça au prochain cours. Bon, j'avais accéléré, ça veut dire que j'ai accéléré, j'ai trop d'accéléré. On est rendu, j'ai déjà terminé le cours, 5 minutes quand même. Est-ce qu'il y a des questions avant de partir sur ce que j'ai présenté, des compréhensions? Moi j'avais une question par rapport au nombre de fautes. Est-ce que les fautes de calculation sont comptabilisées comme une faute parce qu'on m'a dit que c'était considéré comme une demi-faute, c'est vrai? Exactement. On parle des fautes de ponctuation. Ce sont des demi-points. Et puis souvent, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois sur la ponctuation. C'est-à-dire? Par exemple, si vous n'utilisez jamais le 2 points, vous devriez faire utiliser le 2 points puis vous l'oubliez, ben, vous allez perdre un demi-point une fois. C'est un exemple. Si vous ne mettez pas de virgule à vos marqueurs de relation, ben, vous allez avoir un demi-point. Vous allez perdre un demi-point, mais seulement une fois. Donc, c'est la manière. Donc, c'est pour ça, la ponctuation, c'est pas ce qu'il y a de pire là, dans la l'épreuve uniforme. La syntaxe et la grammaire. La syntaxe en tant que telle et la grammaire. Là, vous allez perdre le plus de points. Là. Donc, en syntaxe, là, on va en reparler au 4e cours, là, mais des phrases où il n'y a pas de verbe conjugué, par exemple. Ben, ça, c'est un point à chaque fois que vous faites ça. Donc, c'est important de bien le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, je souhaite. Tu veux te dire pourquoi? On se revoit mardi, c'est ça court. Non, on a bien.